Bonjour, Lucie. Bonjour. T'es sûr que tu enregistres? Ah J'espère. oui, recording, je le vois. Et qu'on est nono. Bon. Alors, Allô, Robert. voilà. Bonjour. Bonjour, Lucie. Contente de te revoir. Puis aujourd'hui, là, je tiens à ce que tu nous parles de statistiques parce que ça fait plusieurs fois que tu me les présentes. Puis jamais que tu les as partagées. Hein? Je pense que tu ne les as jamais partagées Non, en pas public. encore. J'ai essayé 5, 6 fois. Puis... C'est le baptême, là. On sort ces chiffres-là, là, c'est important parce que dis-nous, là, Robert, tu es un passionné de chiffres. Hein? Chantal me disait, ta conjointe, que tu lis beaucoup, ça t'intéresse, tu suis ça, tu veux comprendre ce qui se passe à partir des chiffres. Puis là, tu vas nous en parler. Oui, mais en même temps, c'est ça, je trouve ça tellement étrange, comme tu dis souvent, ce qu'on vit, ce qu'on nous dit. Puis quand je regarde des statistiques sur le site de l'INSPQ, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va essayer de regarder ça objectivement. Alors, on est encore 1 an plus tard en urgence sanitaire, avec la loi de l'urgence sanitaire, donc soumis à la dictature de la santé publique et du gouvernement, qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Puis, en principe, les partis d'opposition devraient s'opposer. Et curieusement, il s'oppose quand il commence à lever le pied du frein. Là. Il s'oppose quand on n'en fait pas. Ah Selon eux oui. autres, ils n'en font pas assez. Là, le gouvernement n'en fait pas assez parce que, politiquement parlant, c'est plus rentable. C'est plus rentable de faire peur au monde. En tout cas, ça a l'air parce que les gens ont l'air d'adhérer. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui commencent à se lever puis commencent à être irrités. Là, mais... Alors, l'urgence sanitaire, moi, j'aimerais ça te poser la question, où est-elle, à qui profite-t-elle et qui affecte-t-elle? D'abord, puis réponds à ça, puis après ça, je vais commencer. Là. C'est comme, comment tu vois ça, toi, OK. Bien, Lucie? on commence par la première question. Oui, oui, où est-elle, l'urgence sanitaire? Où est-elle l'urgence sanitaire? Bien, pour moi, puis tu sais, de ma formation en psychologie, pour moi, elle est dans l'esprit des gens, cette urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'elle a été imposée par la peur initiale de dire qu'il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont mourir de ce virus. Et là, c'est comme si la population a été entraînée dans cette peur. Et elle est maintenue, cette Oui, peur-là, dans oui. l'esprit des gens à cause des repères auditifs et visuels. On continue de dire aux gens qu'on est en danger en parlant maintenant, non pas de quelque chose qui existe, mais de quelque chose qu'on prévoit, comme ces variants-là qui risquent de menacer à la fois la santé des gens, mais aussi le système de santé. Alors pour moi, elle est dans l'esprit des gens, c'est-à-dire dans la partie, tu l'as bien dit, ce n'est pas toute la population en ce moment là, qui a le sentiment d'urgence. Quand on regarde autour de nous, toi, moi, bien d'autres, on se dit, voyons, ce n'est pas la réalité. Les gens ne tombent pas comme des mouches. Mais elle est dans l'esprit de certaines personnes qui écoutent les médias, qui suivent les annonces gouvernementales et de ceux qui doivent se conformer aux lois. Parce que pour moi, tu as parlé de dictature sanitaire. Pour moi, le danger maintenant, c'est cette loi qui fait en sorte qu'un policier, par exemple, peut donner une amende à une personne qui fait un acte qui est normal. Ça apparaît comme un danger en ce moment plus qu'une maladie, par exemple, dans l'esprit des gens. Je réponds à ta question comme ça, sommairement. Oui, oui, oui. Puis merci. Merci de nous partager à qui profite-t-elle, qui affecte-t-elle le plus? Bien, on commence par la première question. Tu veux que Ah j'essaie ouais. de répondre Où à est-elle? Où est-elle, l'urgence sanitaire? où est-elle? C'est ça. Comme je te dis, pour moi, elle est dans l'esprit des gens. Mhm. Je trouve ça important de revenir. Tu as parlé de l'opposition. Donc, sur le plan politique, je peux te dire, on y reviendra si tu veux, là, mais j'ai discuté, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe qui discutait avec une personne qui est dans l'opposition, qui est Christine Labrie chez nous, qui est députée. Et j'ai vraiment compris quelque chose.
C'est-à-dire qu'elle nous a confirmé que dans l'opposition, ils ne remettent pas en question l'urgence sanitaire. Je ne savais pas ça. Ils ne remettent pas en question le fait qu'on soit en pandémie. Et à partir de ça, tout ce qu'ils font, c'est discuter des moyens. Et moi, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de ces gens-là, c'est-à-dire qu'à la base, l'équation est fausse. C'est-à-dire que si à la base, il n'y a pas de pandémie et il n'y a pas lieu d'avoir une urgence sanitaire, bien, tout le reste de l'équation va être fausse. Mais ça, ce n'est pas remis en question. Pourquoi? Il y a toutes sortes de stratégies en psychologie qui peuvent être utilisées. Hein? Répéter toujours le même message puis apporter un grand nombre d'informations qui apportent de la confusion dans l'esprit des gens. Et les gens oublient le point de départ qui est la question que tu poses en ce moment, qui est, par exemple, qui pourrait être formulée, est-ce qu'il y a vraiment une pandémie et est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir une loi d'urgence sanitaire? Ben, c'est exactement ça. C'est la question. Est-ce qu'il y a une urgence sanitaire? Est-ce qu'on est encore dans l'urgence sanitaire? Et si oui, quels critères pourraient nous permettre de se sortir de ce carcan-là dans lequel on est enfermé actuellement? Et c'est barré à double taux, c'est verrouillé. Et puis puis personne n'a l'air d'avoir des moyens de déverrouiller ça. À partir de quel moment ça va arrêter d'être une urgence? À partir du moment où il y aura 0 mort, 0 cas, 0 hospitalisation, ça n'arrivera jamais. On va en trouver, cherche, tu vas en trouver. Là, alors, et puis on est plongé dans quelque chose où on n'a pas de porte de sortie. On nous dit que le vaccin va tout régler. On ne nous parle jamais d'immunité individuelle. On nous parle du virus, on nous parle des variants, on ne nous parle pas du terrain, du territoire non plus. C'est le fun de voir justement, tester à partir de ta lecture des statistiques, où est-ce qu'on en est, puis à la fin, pouvoir aborder justement ces moyens-là, parce que moi, je crois qu'il y en a des moyens, mais ce ne sont pas les moyens qui sont proposés actuellement comme le vaccin. Ou, comme tu le dis, l'absence totale de mortalité ou d'hospitalisation. On n'a pas de critères, on n'a aucun critère. Il y a pas. C'est au feeling, c'est selon la santé publique. Puis la santé publique, pour moi, actuellement, elle est devant un arbre et elle observe l'arbre attentivement au microscope, pourquoi pas, et puis elle oublie la forêt. C'est comme... La forêt étant les problèmes collatéraux qui sont... La forêt étant le reste de la société. Là. Ouais. Dans quoi on est plongé, les gens, les mamans avec leurs enfants, le télétravail, c'est comme avec ces cascades de conséquences, certaines étant évidentes, d'autres moins, les coûts exorbitants qui sont générés, on crée une dette là, épouvantable de laquelle on ne sortira pas avant 7 ans. Ça fait qu'on va couper forcément les services dans quelques années en disant on va augmenter les impôts. On ne voit rien. Là. On est comme dans la peur. Là, il faut se sortir de ça. Puis il y a un moyen, un seul, c'est les vaccins. Oui, puis quand tu dis on ne voit rien, il y a des gens de plus en plus éveillés qui commencent à voir. Qui voient. La question à qui profite-t-elle? Bien, souligne le fait que une des choses qu'on discutait juste avant d'enregistrer, c'est notre premier ministre, c'est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires, bien, ça pense profit. Et effectivement, moi, je te disais, quand j'ai vu son engagement avec l'achat ou le fait qu'il avait réservé autant de vaccins au début de la pandémie, pour moi, déjà, ça parlait de ce qui était important pour lui. Puis en ce moment, il y a un passage de zone rouge, de zone jaune, orange, je pense, orange à rouge. Puis on se disait, tu sais, qu'est-ce qui justifie ça? C'est certainement pas les cas, pas les cas, mais les hospitalisations et les décès, mais c'est possiblement le fait de vouloir vendre ces vaccins. Vendre, c'est-à-dire qu'ils sont fournis à la population, mais ces vaccins ont été achetés, ils doivent être passés maintenant. Puis à qui ça profite? Bien, il ne faut pas se le cacher,
Ça profite à qui en ce moment, là, Robert? Aux riches et aux puissants, là, essentiellement. Les riches et les puissants, ils souffrent pas beaucoup. Ils ont leur piscine, ils ont leurs grands appartements. Sont pas 8 dans un petit toit et demi, là. Et puis, alors, ça profite aux grosses compagnies, ça profite à Amazon, ça profite à Costco, ça profite à tout ça, les petits commerces qui est affecté, tout le reste. Les démunis, les pauvres, les gens qui n'ont pas accès à des ressources, les gens qui viennent de perdre leur emploi, puis là, sont nourris, puis ils deviennent dépendants du gouvernement. Puis le gouvernement va pouvoir, il a l'air des sauver en même temps que c'est l'histoire du pompier pyromane. Là, on fait un feu, puis là, on vient s'instaurer comme le sauveur. Là, on va vous sauver. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que un élément que tu n'as pas nommé, c'est ça profite aux compagnies pharmaceutiques, Ben oui. évidemment. Et ce vaccin rend aussi les gens dépendants. On en a parlé. Notre corps, c'est un hôpital ambulant. Hein? On a tout ce qu'il faut pour la plupart des maladies qu'on a. Cette immunité individuelle, bien, elle fait partie de la nature et la vaccination crée, à mon avis, je ne sais pas si je me trompe, Robert, mais une dépendance à la médication. Ça fragilise jusqu'à un certain... Ça remplace, ça veut remplacer notre immunité naturelle. Ben oui. Même chose pour la rencontre entre le médecin et le patient. C'est comme si c'est complètement dévalorisé. Là, on ne se rencontre plus, on n'a plus besoin de se rencontrer, on fait une prescription. Quelqu'un a une dépression, là, il est dépressif. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et tu dis, va voir un psychologue. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas accessibles. Moi, j'ai des amis qui sont psychologues, ils n'ont jamais travaillé autant de leur vie. Ils font ça par téléphone actuellement. Ouais, Alors, ouais, la rencontre là, le visage, la rencontre des visages, là, ce qu'on perçoit, moi, les larmes qu'on voit apparaître à un moment donné sont tellement significatives, mais c'est comme si ça, c'est plus important. Le lien, la relation. Moi, je suis partisan de la slow medicine, la médecine lente, qui prend le temps d'entendre, d'écouter, d'explorer. Mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est un symptôme, il y a un traitement. Tu as un symptôme, il y a une pilule. Il y a un diagnostic, tu as une pilule qui vient. Au lieu de comprendre, puis au lieu d'aller aux racines de la difficulté ou de la crise qui est rencontrée, pour commencer à transformer une attitude, une habitude, ce qui demande une exploration avec cette personne-là, là, 7 individus-là. Que ses ressources, ses limites, son contexte, etc. C'est comme si tout ça s'était complètement évacué du discours, on va au plus vite. C'est fascinant. Alors, qui profite de ça? Big Pharma. Les docteurs aussi, parce qu'ils voient plus de monde en moins de temps, ils peuvent facturer plus d'argent. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. Le système est complètement dysfonctionnel, mais on ne parlera pas du système, on va parler de, on est sur une diapo, là, puis j'en ai à peu près 50 à montrer. Oui, des chiffres. Présente-nous ton analyse de la situation sur le plan de la statistique. Oui, alors, d'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Oui. Hein? Parce que je suis retraité, puis c'est important de le mentionner. Puis tous ceux qui sont questionnés, Louis Fouché le dit, puis il le répète, quand vous questionnez quelqu'un, demandez-y donc, d'abord, avez-vous des conflits d'intérêt? Puis la plupart, ils vont vous dire, ouais, ben oui, j'ai donné des conférences à 3000$ la shot, là, j'ai de l'argent investi. Alors, prendre conscience des peurs de nos dirigeants. J'ai mis le S parce qu'ils n'ont pas juste une peur, ils ont beaucoup de peurs. La peur de se tromper, la peur de ne pas en faire assez, la peur d'être blâmé, la peur de perdre le pouvoir auquel ils ont accédé. Hein? Tu accèdes au pouvoir suprême qui s'appelle être premier ministre, être ministre de la Santé, être directeur de la santé publique. Mais quand tu accèdes à un lieu de pouvoir comme ça, là, ça vient avec des attachements. Alors, les gens attachés, ils ont peur. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je te trouve très empathique de parler de leur peur. Il y a une partie de la population en ce moment qui
qui pense plus à cet attachement dont tu parles, c'est-à-dire qu'il y aurait un attachement non pas à la population, parce que, tu sais, on pourrait dire qu'ils sont attachés à répondre aux besoins de la population, mais ça ne semble pas être le cas. Ils sont probablement, et c'est ce que j'en pense, là, attachés à un autre lieu de pouvoir, si on pourrait dire. Des pouvoirs qui sont supérieurs, on le sait, et depuis longtemps, la politique est gouvernée par ceux qui les subventionnent. Puis qui sont ceux qui les subventionnent? Bien, c'est les grandes compagnies, les individus très riches dont tu as parlé tantôt. Et entre autres, maintenant, ce qu'on voit, c'est peut-être leur conflit, sûrement leur conflit d'intérêt avec les compagnies pharmaceutiques. Ah, certainement. Alors, je vois ça, là, tu sais, le Québec est dans une troisième vague selon Dubé. Ça, on va regarder ça. Tu sais. On n'a pas à se demander si on va avoir une troisième vague. On est dedans. Tu sais. Alors, on tient à ce qu'il y ait une troisième vague. Même si c'est une vaguelette, même s'il y a un petit indice qui dit qu'il y a une vague qui est en train d'apparaître, là, regarde, là. Ah, la voilà, là! Tu sais, c'est comme on veut qu'il y ait une troisième vague, on veut que les gens aient peur, on veut être forcé de fermer les commerces, puis on tient le monde à la gorge, là, tu sais. Et puis, alors, les médias font peur. Tu sais, ça, c'est un petit exemple. Là. COVID, le variant britannique à 64 je t'en avais parlé, 64 Oui, tu vas-tu en reparler de ça? Ben oui, c'est ça, je commence par Bon, ça. parfait. Ce Ça nous dit 64 comment là. on peut utiliser les chiffres pour générer des émotions. Généralement, la peur. Parce que la peur, ça vend bien. Ça attire l'attention. Ça capte l'attention des gens. Ah, il y a quelque chose, là. Hey, 64 plus mortel, selon une étude. Tu lis juste le gros titre. Là. Tu vois, ils ont raison là, de faire tout ce qu'ils font. Là. Il faut nous protéger de ça. Là. C'est vraiment quelque chose de dangereux, cette affaire-là. Là. Le variant britannique est non seulement plus contagieux, mais aussi 64 plus mortel que le coronavirus classique, selon une étude anglaise publiée mercredi qui confirme les premières observations faites fin janvier. Oh là là! Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Si on reste là, tu sais, c'est comme, bon, on va lire un peu mieux les médias. On va regarder ça attentivement. On lit le deuxième paragraphe. Tu sais, tout est là, hein? Pour 1000 cas détectés. 1000 cas détectés, ça veut dire des tests positifs. 1000 cas qui ont eu un test positif. Le variant britannique, la nouvelle souche, la mutation, là, dont tout le monde a peur, provoque 4,1 morts dans cette série-là par 1000 cas. 4,1 par 1000. Pas bien gros, ça. Cas étant une personne, comme tu dis, qui a un résultat positif, a un test qui est en question en ce moment. C'est ça, un test qui a les cycles d'amplification à 40, 45 au Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Et contre 2,5 pour le coronavirus classique, la souche de Wuhan, conclut les auteurs de ces travaux publiés dans la revue médicale British Medical Journal, qui est une des grandes revues, pour moi, la meilleure revue. Meilleur que la New England qui est envahi par les pharma, puis ça n'a plus d'allure. Ah bon. Bien, on va regarder ça. D'où c'est qu'ils prennent ça? C'est pas compliqué, hein? 1000 cas détectés, 4,1 dans la gang la souche britannique, puis 2,5 avec le classique. Prends 4,1, divise-le par 2,5, ça fait 1,64. C'est de là que ça vient le 64 C'est spectaculaire, c'est impressionnant. Après ça, quand tu regardes ça, il y en a 4,1 sur 1000, ne l'oublions pas, sur 1000. Puis il y en a 2,5 sur 1000. La différence, c'est 1,6 sur 1000. C'est 1,6 sur 1000 plus mortel. 1,6 sur 1000, tu prends le point ici, là, et puis tu t'amènes ça ici, tu prends le point ici, tu l'amènes là, ça donne 0,16 de plus. Alors, imaginons qu'on a publié cet article-là, puis on dit le variant britannique est 0,16 plus dangereux que la souche de Wuhan. Qui c'est qui va lire ça? Ouais. Tu comprends? Ils vont dire c'est niaiseux, ça. Pourquoi qu'ils nous disent ça, cette affaire? Oui, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur bien gros, là, tu sais. Mais quand on regarde ça, je ne m'attarderai pas là-dessus, là, mais c'est une des. Je suis allé lire l'article, ça vaut. C'est une torture intellectuelle. Tout le monde peut aller lire ça, c'est disponible sur Internet. Mais ça va vous prendre une éternité. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes. Là. Ça va vous sauver bien des maux de tête. Alors, on prend ici les 1000 cas.
testés positifs. Ici, c'est la durée, là, 14 jours, 28 jours plus tard. On regarde, puis on suit les gens. Il y en a-tu qui meurent? Ben oui, il y en a qui meurent. Alors, il y en a 1000 au départ qui sont vivants. Puis là, 7 jours plus tard, il y en a 999 qui sont encore vivants. Puis 4 semaines plus tard, on est arrivé à, il y en a 996 à peu près. Moi je suis précis, hein, 995,9. Alors, C'est bon. et puis, mais c'est les chiffres qui sont publiés. Et puis l'autre, c'est 997,5. C'est incroyable. Après 4 semaines, c'est presque rien, là. C'est presque rien. Ça, c'est important. Ta courbe là, est impressionnante parce qu'on dirait que vraiment qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Mais non, quand tu regardes les chiffres là, dans la colonne verticale, c'est très, 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 très peu de monde. C'est minuscule. C'est minuscule. C'est presque pas. Puis, qui est mort? C'est des gens âgés, avec des comorbidités, ce qui fait que sur la population générale, écoute bien, c'est presque rien là, en termes de mortalité. Il y en a qui ont des longues COVID, ça arrive, il y a des cas qui guérissent moins bien, moins vite. Bon, mais ce n'est pas si mortel que ça, ce n'est pas si dangereux que ça. Là, mais selon, si on regarde le variant britannique, serait 64% plus mortel. Puis quand on dit en fait, il est 0,16% plus mortel, c'est la nouvelle, là, il est 400 fois moins mortel que ce qui a été rapporté. C'est pas des maudites farces. Là. Comment est-ce qu'on peut amplifier le problème en manipulant les chiffres? Tu ne peux pas dire que c'est faux ce qu'ils te disent. Ouais. La façon qu'ils ont de te le dire, ça ne reflète pas la réalité. Ouais. Ça fait juste générer une émotion qui va entraîner un comportement. Oh! Il faut confiner, là, parce que c'est tellement dangereux, cette patente-là. Hey, c'est comme, ça n'a pas d'allure. Alors, quand on regarde, ça a été intéressant. D'abord, les virus, là, il y a des risques. Il y a des risques de transmission, puis il y a des risques de mortalité. C'est les deux risques. Pas compliqué. Il y en a qui sont plus transmissibles, puis il y en a qui sont plus mortels, il y en a qui sont moins transmissibles, puis moins mortels. Ce virus-là, par rapport à d'autres, alors, il y a des gens qui ont fait des graphiques là-dessus. Alors, c'est un peu ça qu'on voit. Ici, c'est le degré de mortalité. Les virus très dangereux. Tu as la rage, là. La rage, 100% des gens qui ont la rage, là, tu te fais mordre par un chien enragé, si tu n'es pas traité, tu vas mourir. 100% des gens vont mourir. Il n'y a personne qui s'en tire. Almost all patients die. Un animal va en infecter 10. Fait que tu vois, au niveau de la contagiosité, c'est le nombre de personnes que tu vas de personnes ou d'animaux, ou en tout cas la transmissibilité. Alors ici, il y a la grippe aviaire, l'Ebola. Tu vois, l'Ebola, 50% de mortalité à l'Ebola. C'est dangereux. Là, mais très peu contagieux, c'est ça? Mais pas tellement contagieux. Quand c'est ce bord-là, c'est très contagieux. La fièvre dengue est très contagieuse, mais à peu près jamais mortelle. Puis on voit ça beaucoup en Thaïlande. Il y a beaucoup de cas là, dans les pays asiatiques. Notre coronavirus est ici. Imaginons que tu as quelque chose comme ça. Là. Peux-tu imaginer comment le gouvernement va réagir à partir du moment où on réagit comme on a réagi? On a fermé la société pendant 1 an avec ça. Alors que ça affecte essentiellement les gens qui en meurent. Ils ont une moyenne de 84 ans. Ils ont déjà souvent dépassé leur espérance de vie. L'espérance de vie moyenne. C'est vraiment près du zéro. Là. Si je comprends bien ton graphique précédent, c'est un peu contagieux et très peu mortel. Bien, c'est contagieux à peu près. Une personne qui l'a va infecter en moyenne 2 à 3 personnes. C'est ça. Puis, comme c'est près de la courbe horizontale du zéro, c'est très peu mortel. Très peu mortel. Très peu mortel. On le voit de plus en plus. Cette étude-là le confirme. L'étude des variants britanniques le confirme. Alors ici, on a les vagues. La première vague, ça, on ne peut pas la nier. C'est comme il y a eu quelque chose qui s'est passé au mois avril-mai, là, au Québec et partout ailleurs sur la planète, peu importe ce qu'on a décidé de faire. La deuxième vague, puis là, on a la troisième vague. Je ne sais pas où qu'elle est, là, moi. Là. Ça, c'est un graphique que j'ai pris cette semaine. Là. Si vous voyez important. Ça. Est-ce que c'est les courbes qu'on voit, est-ce que c'est la mortalité? Ça, c'est la mortalité. Le nombre de décès, le nombre de décès liés à la COVID-19 au Québec.
Parfait. Puis Alors, tu vas revenir, j'imagine, avec le fait qu'en janvier, autour de ces mois-là, habituellement, il y a des courbes semblables. oui, OK. ben oui, parce que, tu sais, ça c'est une courbe de décès COVID-19. Oui. On a isolé lié au COVID-19, Oui, comme je dis hein? souvent. On cherche nos termes. Qui tu décides de quoi il est mort, là, tu sais? Je répète souvent Marguerite Lescop, tu sais, elle est morte à 104 ans. 104 ans, elle était à maladie d'Alzheimer depuis l'âge. La maman de Joël Lescop, qui a travaillé au Collège des médecins, puis elle avait écrit Le taux de ma vie en 80 ans. Elle est morte à 104 ans. Elle était Oui. Alzheimer depuis l'âge de 100 ans. Et puis, ça a l'air, elle est morte COVID. Elle fait partie de la courbe, elle. Puis c'est important ce que tu as mentionné parce que ça, c'est inhabituel dans les mois du printemps. Mais Ouais. tu as dit, c'est peu importe ce qu'on a fait, mais je tiens à te dire que, par exemple, en Suède, qui est un pays qu'on dit non confiné, mais en Suède, ils ont utilisé la même stratégie qu'ici. On retrouve la même courbe de mortalité au printemps. La Mhm. stratégie dont je parle, c'est d'avoir confiné les personnes âgées, les avoir coupées de leurs proches Oui, et d'avoir manqué de soins. Alors, moi, la question que je soulève souvent, c'est toujours, dans le fond, c'est est-ce que c'est le virus qui était associé à l'acte de décès, comme tu dis, ou est-ce que c'est le confinement qui a contribué à l'accélération d'un décès qui serait survenu de toute façon un petit peu plus tard? c'est clair. Puis, une petite remarque que je peux faire aussi, c'est malgré tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont morts déshydratés. Bien, c'est ça, On les le manque traite de comme soins. complètement, négligence complète parce qu'il y a bien des travailleurs de la santé, des préposés aux bénéficiaires, au salaire qu'ils ont, à la peur que le gouvernement a générée, ils ont pris panique, puis ils ont eu des conditions. On leur a dit, vous savez, si vous avez des symptômes, restez à la maison. Qu'est-ce que vous Exact. pensez qui s'est passé? Tu travailles à 17 piastres de l'heure, là, et puis là, on te dit, il y a une maladie mortelle, puis toi, tu es en contact direct avec ce monde-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Sauf qui peut. Tu t'en C'est vas ce à la qu'on fait. maison, tu dis, il te paye à part de ça pour être à la maison, puis tu es protégé là. Ouais. Alors, on a créé des conditions parfaites pour la crise. Alors, pour Exact. fabriquer une crise. Là, Puis ça, c'est tellement important. Moi, c'est sûr que je tape le clou souvent là-dessus parce que tu le sais comme moi, Robert, en recherche, ce qu'il faut mentionner en général, c'est les variables qui entrent en jeu dans le ouais, résultat ouais, qu'on obtient. ouais. Et pour nous, ces variables-là, on ne peut pas ne pas les voir. On les constate. On ne peut pas Ben oui. prendre pour du cash ce que le gouvernement nous dit. Ces gens-là sont morts de la COVID. Ça ne marche pas. Là, comme Ben non. dans la tête d'un chercheur, ça ne fonctionne pas. Il faut ajouter, comme tu le dis, à la fois les actes de décès ont été trafiqués, si on peut dire. On a payé d'ailleurs les institutions Mhm, pour ajouter COVID, on les payait mhm. davantage. Puis c'est sûr que dans mon domaine, effectivement, le fait d'avoir fermé les portes, empêché la famille de venir, famille qui apportait les soins dont tu parles, Ben ils ont oui, ben oui. oui, parce que la famille n'était plus là, entre autres, pour les aider. Puis en plus, je me souviens très bien d'entendre le gouvernement dire, écoutez, si vous avez peur de la COVID, prenez congé. Ben Bien, oui. évidemment, on créait un manque de ressources. Par définition. Ce qui fait qu'on a eu besoin d'avoir recours à l'armée à un moment donné pour offrir des soins Ben de oui, base à des oui. personnes démunies qui étaient arrivées au crépuscule de leur vie aussi. Là. Ne Oui. l'oublions Et pas. souvent avec des masques, quand on fait Ben rentrer oui, quelqu'un ben oui. avec un masque dans une chambre d'une personne qui a une démence, sachez que ça crée un déséquilibre, c'est clair, et ça affecte sur le plan psychologique et physique. C'est C'est qu'on clair. créait, dans le fond, l'environnement parfait pour se retrouver avec une courbe de décès au printemps. Mm. Puis il y a une autre affaire que je trouve intéressante aussi, c'est pas 100% du monde qui sont morts. Alors, il y a des gens qui ont survécu quand même, malgré ça. Malgré. Mais on ne s'intéresse pas à ceux qui vont C'est bien. intéressant. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait comme particularité versus les autres, ceux-là? Mais ça devrait faire l'objet d'une recherche sérieuse, ça, pour dire on devrait apprendre de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être qu'ils avaient déjà été exposés à un virus qui était semblable à ce coronavirus-là qui, soi-disant, était neuf, et puis qui avait déjà une immunité.
Alors, ça soulève l'hypothèse qu'il y a peut-être déjà une immunité collective qui existe. Tu sais, Ouais. sinon, 100% des gens seraient morts probablement. Là, tu sais. C'est tellement important ce que tu dis et d'ailleurs, moi, je suis impressionnée par la résilience des gens. Parce que Ouais. placés dans les conditions actuelles, puis je ne parle pas du virus, je parle du fait qu'on est confiné, que les sports sont interdits, que les relations sont interdites, ça, c'est des conditions extraordinaires pour créer la maladie. Ah C'est oui, incroyable. Et les gens sont résilients. Et petite ouais, parenthèse par rapport à ce que tu dis, j'étais à Denis Lévesque lorsque j'étais en Suède. ouais. Et je parlais à Denis de la différence dans la manière dont le gouvernement traitait les Suédois. Et dans le fond, ce que tu dis là, c'est justement ce qui était mis en valeur. Comment se fait-il qu'il y a au moins 99 point quelques pourcents des gens qui ont survécu à la COVID? Et on pourrait, je pense, planifier d'ailleurs toute la santé publique autour de ce chiffre-là pour comprendre comment est-ce que les gens font Mhm. et aider ceux qui sont malades, par exemple. Bon, comment ils font? Probablement qu'ils ont été dehors, qui ont été bien soutenus, qui ont été entourés par des gens, qui ont pris de la vitamine, hein, qui ont bien mangé. Et puis c'est ça. Écoute, quand tu parlais d'étrangeté, pour moi, là, j'arrête pas d'être étonnée par le sens inverse que prend la santé publique. Ne pas parler de cette santé-là qui est primordiale et parler plutôt de maladie, de vaccination, de virus et faire peur aux gens. Ben oui, c'est pas la santé publique, là, ça, c'est la maladie publique. Alors, non, non, mais ils sont détournés complètement. Puis, tu sais, j'en ai parlé souvent, là, tu sais, la base de toute intervention médicale, c'est d'abord de ne pas nuire. En sachant que les mesures qu'on adopte, les médicaments qu'on prescrit, les interventions et les évaluations aussi, viennent des fois avec un risque. Il faut en parler. Et puis, il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Puis on est toujours aussi à balancer les avantages et les inconvénients avec cette personne-là. Alors, ce qui était utile à une personne peut être nuisible à une autre personne. Mais quand tu donnes la même mesure à tout le monde, c'est sûr, ça se peut que ça n'aide quelques-uns. Ça se peut que ça en sauve quelques-uns, mais ça se peut aussi que ça endommage énormément de personnes qui, au préalable, étaient saines et vivaient sainement dans des conditions qui leur convenaient, en tout cas plus tôt qu'actuellement. Ben oui. Alors, donc, ce qui est intéressant aussi, je regardais ça, quand est-ce qu'on a mis le masque obligatoire? Quand il n'y avait plus rien. Mm. Pourquoi on a mis le masque obligatoire là et non pas ici? Mm. Pour continuer à entretenir la peur. Je vois à rien d'autre, moi. Ouais. Expliquez-moi ça, là. Ben, peut-on ajouter et justement provoquer ces difficultés physiques qu'on vit Ah quand oui. on s'oxygène mal, ça provoque aussi des problèmes physiques et psychologiques. Ah oui. Et Denis Rand... savais-tu que ça, masque obligatoire là, dans ce coin-là, c'est partout dans le monde? Partout Oui. dans le monde, on se pose la même question. Comment se fait-il qu'ils ont? Et puis en France, bon, on a des explications, les masques n'étaient pas disponibles. Écoute, ça ne peut pas être autre chose que malveillant, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon, alors, on enlève ça. Là, les masques obligatoires chez les enfants. Ah, ben tiens. Regardons ça, c'est intéressant, ça aussi. C'est là, c'est quand il n'y a plus rien, là. Là, on a mis le masque obligatoire dans les écoles au primaire. Hey, et on annonce une troisième vague dans laquelle les enfants sont plus touchés. Ah, ils vont être plus touchés. Oui, Donc, ils vont avoir intérêt à se faire vacciner, eux autres aussi. exactement. Alors, c'est fascinant. Si on commence à réfléchir un petit peu, on regarde objectivement. Puis moi, je me dis, pourquoi il y a une urgence sanitaire ici, là? Expliquez-moi ça. Pourquoi ils n'ont pas enlevé l'urgence sanitaire? Parce qu'on savait qu'il était pour avoir une deuxième vague. Ah Mais oui, c'est ça, clairvoyant. c'est à chaque année, au mois de janvier, février, puis on va le voir, là, on va le voir dans quelques acétates, là, il se passe toujours le même phénomène. Toujours. Ça fait des années. Il y a plus de morts l'hiver que l'été. C'est comme ça. Alors, pourquoi l'urgence sanitaire? Cela étant. Alors, ici, c'est bon, le nombre de cas confirmés. On regarde ici, quand on parle d'une deuxième vague, avez-vous vu la première vague, là, est à forte ici, hein? Les morts. Ici, les cas, le nombre de tests PCR, le nombre de cas confirmés. Regardez, la deuxième vague, c'est bien plus une vague de cas positifs qu'une vague de morts.
une vague d'hospitalisation. Il y a eu quelques hospitalisations, bien sûr, mais qui ont tendance à réduire. Ça ici, c'est le nombre de prélèvements. Alors, plus tu fais de prélèvements, plus tu trouves de tests positifs. C'est pas compliqué, là, tu sais. Alors, tu as juste à inviter ou à forcer les gens à se faire tester. Tu vas en ramasser. Mais plus de pêcheurs sur le lac, tu vas pogner plus de poissons. Ça veut-tu dire que... Non, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de poissons dans le lac. Ça veut juste dire que, ah ouais, ils ont des pêcheurs, puis tu vas pogner des poissons. C'est la même affaire ici. Mais ça entretient la peur. Puis ça nous garde dans la peur, puis là, on va vous arriver avec quelque chose, avec la solution. Il y en a une seule, nous a dit Theresa Tam. Il n'y aura aucun moyen de se sortir de ça, sinon les vaccins. Bon. Alors, prendre conscience qu'au Québec, ça meurt plus l'hiver. C'est pas pour rien que les vieux comme moi, là, ils s'en vont dans le sud. Pour éviter la mort. C'est ça. Ça ici, c'est une courbe. Regarde, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Ça qui a oups, excusez-moi. Alors, le nombre moyen de décès par jour. Puis ça, c'est bien important, par jour, selon le mois, Québec, de janvier 2001 jusqu'à 2020. Puis ils n'ont pas fait encore l'année 2020. Là. Ça va sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois. 21. Non, l'année 2020. OK. Puis 2021. Mais ça nous donne quand même une idée de combien de personnes meurent par jour au Québec. Alors, quand on nous dit il y a 3 personnes qui meurent, mettons, là, ou 5 personnes, regardez ici, c'est 50, 100 personnes qui meurent, 150 personnes, 200, ici on était à 260 à peu près. Il y en a 3 qui meurent au Québec. 3, là, 5, c'est ça, ça correspond à ça. À ceci, là, sur la courbe. Puis il y a tout ça, là, de plus. Ah oui, le 3, c'est les COVID, là, tu veux dire. C'est les morts par COVID, là. Ouais, OK. Actuellement, on est à 4. Puis là, tout le monde regarde ça, là, ce petit point-là, là, tu sais. Et tout le monde oublie tout le reste, là. Les gens qui ont des infarctus, qui n'osent pas aller à l'hôpital parce que ils ont peur de pogner la COVID, puis les gens qui ne sont pas traités pour leur cancer, etc., etc. Les délestages qu'on fait, qui a sauvé de l'argent d'ailleurs au gouvernement. Hein? Ça a sauvé bien des visites, ça, au gouvernement. Alors, ce qu'on regarde ici, ce qui est intéressant, c'est de voir l'été, ça fluctue pas vraiment beaucoup, là, les morts. Ça augmente doucement parce que la population augmente, puis il y a un vieillissement de la population. Ça fait que c'est normal que ça augmente un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est l'hiver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hivers où ça meurt plus. C'est souvent suivi d'un hiver où ça meurt moins. Ça meurt un peu plus, ça meurt un peu plus, un peu moins. Hein? Oups. Ils appellent ça l'effet de moissonnage en épidémiologie. C'est-à-dire que tu coupes les têtes, les gens les plus fragiles, ils vont mourir une année. Puis, bon, on a enlevé quelques-uns. L'année d'après, ben, les gens étaient plus solides. Ceux qui étaient plus solides, ils ont survécu, puis il y a moins de morts dans l'année qui suit. Alors, on voit ça, ces cycles-là, plus, moins, plus, moins. Tu sais, il y a des variations. Et puis, ici, oups, il y a un hiver un peu plus, il y a un gros hiver. C'est suivi d'un hiver un peu plus tranquille. Un gros hiver après, plus tranquille. Voyez-vous, c'est intéressant, hein? C'est pas toujours la même chose. Puis il y a des hivers où c'est pas mal pire. Alors, je regarde ça. D'ici à là, il y a 20 de différence. 20 de plus d'une année à l'autre. Ici, entre ici et là, il y a une différence de 40 l'été puis l'hiver. Ici, en 2018, 2017-2018, presque 50 de plus de mortalité l'hiver, que 77 décès de plus par jour. Ce n'était pas la COVID, là. On prend-tu cet hiver-là? Ça fait que je l'ai pris comme référence, celle-là. Fait que j'ai dit, on va regarder 2013, 2015, 2018. Tu sais. Ils disent 17, 18, là, c'est 17, puis 18 qui commence, l'hiver. Là, tu sais. Alors, Noël, puis le jour de l'an, les gens se rencontrent beaucoup, ça se transmet plus. Puis les plus fragiles le pognent, puis ils se ramassent à l'hôpital. Puis bon, les hôpitaux sont pleins. C'est comme ça fait des années que c'est comme ça. Il n'y a rien de neuf, là. Alors, ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec, juste pour vous montrer quelque chose. De plus en plus, ça c'est à chaque année, le nombre de morts qu'il y a à chaque année, aux alentours de 60 000. Puis là, j'ai regardé ça. Regardez, il y a une courbe, ça monte. Ça monte en douceur.
Il y a des années, ça descend. Regardez ici, c'est un petit peu plus haut qu'ici. Ici, c'est un petit peu plus haut. Ici, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut. Quand il y a un petit peu plus bas, l'année d'après, c'est un petit peu plus haut. Alors, je regarde ces 2 ans-là, la différence qu'il y a. Juste pour dire ici, là, prenez ce chiffre-là, divisez ça par ça, c'est 8,2 de plus. En 2020, il y a eu 10 de plus de morts qu'ici. Mais si je prends ça par rapport à celui-là, ces 2 années-là, regardez, ces 2 années-là, c'est 8,2, ces 2 années-là, c'est 8,3. Eh boy, alors, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le phénomène qui est arrivé n'est pas si anormal que ça. Pourquoi on a mis ces mesures-là, qui étaient complètement liberticides? Puis il y en a qui vont dire, hey, si on n'avait rien fait, là, ça aurait grimpé dans le plafond. Hey, en Suède, ils n'ont presque rien fait, c'est la même affaire. Alors, ils sont arrivés à peu près. Les pires pays là, sur la planète, là, 1 an plus tard, ils ont 99,8 de survie. C'est pas compliqué. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais je dis que c'est peut-être pas si grave que ça. Alors, j'ai pris l'année repère, le 2018. Puis là, ça, c'est les derniers chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. On a 8 semaines. 8 semaines à 2021. On n'a pas de statistiques qui vont au-delà de ça. Ça fait que j'ai pris ces 8 semaines-là, je les ai comparées à 8 semaines. J'ai additionné tous ces chiffres-là, 2018. J'ai pris les pires places, là. Puis j'ai fait un petit graphique. Puis j'ai pris l'année repère 2018. 2018, c'est l'année repère. Il y avait pendant les 8 premières semaines de l'année 12 797 morts, décès. Aujourd'hui, au Québec, 2021, il y a 12 305 par rapport à 12 797. Il y a 4 de moins de morts qu'en 2018. Et puis, normalement, ça augmente d'à peu près 2 par année en moyenne. Puis là, on a 4 de moins que 2018 où ça avait frappé fort. Ah, là, puis on a tout le reste. Là. Je ne passe pas à travers toutes les statistiques. Simplement pour vous dire, est-ce qu'on est en urgence sanitaire? C'est ça. Puis j'ai fait les 4 premières semaines, puis les semaines de 5 à 8, puis l'année repère 2018, puis les autres années comparativement à cette année-là où il y a eu plus de décès, on est dans le négatif les 4 premières semaines, puis on a moins de mortalité. Puis moi, je n'ai pas d'intérêt, mais pourquoi ils ne nous montrent pas ça? Oui, c'est plutôt ça la question. C'est étrange. Ils savent ça. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir, les statisticiens, les épidémiologistes. Pourquoi ils ne nous le disent pas? Oui, tu as raison, ils ne peuvent pas le savoir. C'est comment supposer qu'une personne comme toi qui s'intéresse aux statistiques, c'est bien beau, là, tu vas faire tes recherches, mais monsieur, madame, tout le monde ont accès à ces informations-là. On ne peut pas comprendre. C'est illégitime que des spécialistes qui sont autour de la santé publique ou de la maladie publique ne s'informent pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'ils ne sachent pas ça, puis ça n'a pas de chance qu'ils... Pourquoi ils n'ont pas parlé, tu sais? Dire, il y a eu aujourd'hui 6 décès associés, liés à la COVID-19, et il y a eu aussi 218 décès. Ah, ben les gens vont dire, ben, hey, c'est pas grave, là, la COVID, là, tu sais, par rapport à tout le reste. Ils ne veulent pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi ils isolent ça sans contextualiser les chiffres? Pour faire régner la peur. J'en vois pas d'autres. Puis pour après ça, leur dire, hey, c'est dangereux cette affaire-là, là. C'est dangereux. Si à tous les jours, on te disait, il y a eu tant de cas de cancer du sein aujourd'hui qui ont été détectés. Toutes les madames iraient se faire passer des mammographies. Là, c'est comme, il induirait une peur panique chez à peu près tout le monde. Ça ici, tu vois, c'est les statistiques, les décès par semaine. Alors, les gens qui disent qu'il n'y a rien eu, là, qu'il n'y a pas eu de pandémie, il y a eu quelque chose. Il y a eu un phénomène inhabituel. Ça ici, c'est 2020. Tu vois, 2020, c'est en bleu. Ouais. Puis les autres années, bon, les années récentes, ils sont colorés, puis les autres années précédentes sont toutes en gris. Là. Bon, on voit ça sur le graphique. Et puis ici, il y a un gros pic. Fait qu'on on va regarder, 2021, on n'a pas grand-chose. Hein? Ça commence 2021. Ça, c'est chaque mois. C'est le nombre de décès par semaine. Ah, tu vois, il y a 2000 décès par semaine. Mais par semaine, le décès par jour, ça veut dire quoi? En 2020,
il y avait 200 décès par jour avant le pic, là, avant que ça commence. Quand ça a commencé, ça a monté à 293 dans le pic, là, la journée la pire là, au Québec, 293 par rapport à 200. 93 décès de plus, mais sur une population de 8 500 000. Oui, c'est ça. Ne l'oublions pas. Tu vois, si tu remets tout ça en perspective, ça dit, mais pourquoi on s'est énervé comme ça? Ouais. Puis ça n'a pas duré longtemps, là, regarde. Puis c'est revenu, puis après ça, c'est resté comme ça. C'est revenu à peu près une petite surmortalité ici, comme une année un peu plus sévère, là. Mais est-ce qu'il y avait de quoi maintenir l'urgence sanitaire? C'est une bonne question que tu poses. Pourquoi? Puis moi, je rajoute, c'est sûr, si je pars tout le temps de mon domaine d'expertise, ce pic de décès-là, pour moi, il est justifié par le confinement. Et on peut penser que si, par exemple, il y a un pic qui pourrait représenter d'une troisième vague, il va falloir se poser la question un jour, est-ce que ce pic-là repose sur les fameux variants ou il repose sur les problèmes collatéraux qui sont causés par les mesures? Parce que moi, je suis certaine qu'il va y avoir une hausse de la mortalité si ce n'est que de ces hôpitaux, ces opérations-là qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas eu lieu, ou détectées, les maladies qui n'ont pas été détectées, les suicides, la détresse, le confinement, les gens qui décident « ça va faire, j'en peux plus, j'arrête de vivre ». Alors, il faut regarder ça, mais la question qui est si difficile à répondre, c'est pourquoi, Robert, tu sais, quelqu'un là, qui croit dans le gouvernement, qui croit que le gouvernement est là pour nous, là, pour bien faire, bien, il est face à cette question-là qui est tellement difficile à répondre. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi maintenir la peur chez les gens? As-tu une réponse à ça? Bien, moi, en médecine, on dit qu'il y a deux types d'erreurs. Hein? Ça, c'est Norton Adler qui avait écrit ça, qui est un grand professeur de médecine en Caroline du Sud, ou du Nord, en tout cas, à Chapelville, je pense que c'est en Caroline du Nord. Et il a écrit Malade d'inquiétude, un livre qui s'appelle Malade d'inquiétude. Il parlait de la surmédicalisation, du surdiagnostic, du surtraitement, qui fait l'affaire des pharma. C'est les seuls qui tirent profit de ça. Là, puis ils génèrent une peur, puis on médicalise la vie, puis tout devient, puis les docteurs sont devenus là, les prêtres. La nouvelle religion, là, puis il y a une médicalisation à outrance de la vie, ce qui n'est pas bon pour la santé. Alors, ce qui est bon pour la santé, c'est faire de l'exercice, se rencontrer, danser, chanter, s'amuser, vivre la vie, là, comme, comme on la souhaite là, comme humain. Là, alors, la première erreur, c'est de ne pas faire ce qui est médicalement requis. C'est ça, c'est là-dessus que s'acharnent les avocats. Vous avez mal fait, vous n'avez pas fait assez. T'sais. Puis une deuxième erreur, c'est de parfaitement faire ce qui n'est pas médicalement requis. Puis dans le cas actuel, ils ont fait les deux types d'erreurs. Alors, ils ont mal protégé les personnes à risque en ne protégeant pas les CHSLD, puis en les isolant complètement. Puis en n'offrant pas les soins nécessaires, oui. Et puis là, parce qu'il y avait quelque chose à se faire pardonner, là, ils font trop de ce qui ne marche pas. Bien, ils font trop, c'est-à-dire... de ce qu'abîme les gens. Bien, j'ai envie d'apporter une petite nuance parce que là où il faudrait mettre de l'argent en ce moment, c'est effectivement protéger ceux qui sont vulnérables, mettre de l'argent dans le système de santé. Et en ce moment, ce n'est pas ça qu'on observe. Hein. L'argent n'est pas mis là, mais pas du tout. Et bon, elle est mise dans la propagande, dans la publicité pour maintenir les gens en santé de façon isolée. Hein. On dit aux gens en santé, isolez-vous. Et puis, on ne met pas plus d'argent pour aider ceux qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin d'aide ou les personnes âgées qui sont isolées dans leur résidence. Et ce que tu dis, là, mais ça demeure toujours, mais pourquoi ils feraient ça? Puis j'ai envie de revenir à mon hypothèse de base qui est de dire, bien, il faut vraiment être capable de s'imaginer que des humains peuvent non plus travailler pour la population qui l'a élu, mais pour d'autres intérêts, des gens qui sont en lien avec eux, qui ont des, je dirais des entreprises, on va dire ça comme ça, des entreprises ou des intentions
qui sont autres que, par exemple, prendre soin d'une population. C'est vraiment difficile pour le cerveau humain de se dire que des gens seraient de mauvaise foi. C'est le défi face auquel on est en ce moment, parce que tout ce dont tu parles, c'est logique. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, la question, c'est pourquoi? Et pourquoi? C'est peut-être parce que ces humains-là, qui sont à la tête de nos pays, ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Tout simplement et modestement, de l'admettre comme ça. Et je ne sais pas, toi, la conclusion à laquelle tu arrives, mais moi, la mienne, mais je pense qu'elle est partagée, c'est bien, on va arrêter de croire que le gouvernement va un jour réaliser qu'il fait fausse route. Et il va falloir se prendre en main, nous, le peuple, les gens, et commencer à retrouver la santé, parce que la différence que tu as fait en médecine, je la fais en psychologie, c'est on peut mettre tout l'emphase sur la réduction du risque, ou encore on peut mettre une partie au moins de l'emphase sur le maintien de la santé. Et là, en ce moment, on n'est que dans la réduction du risque. On ne fait rien en ce qui concerne la santé en ce moment. Au contraire, on nuit à la santé C'est physique clair. et psychologique. Ah ouais, c'est clair qu'on abîme les gens, là, et pas tout le monde. Il y a une discrimination à faire parce qu'il y a des gens qui profitent, hein. On l'a dit au départ. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça se termine, cette affaire-là, là. Ouais. Tu sais, Amazon, hey, ils ont augmenté leur profit, là. Jeff Bezos, là, les milliards, il est enseveli de milliards de dollars. C'est pas compliqué, là. Il doit avoir de la misère à respirer là-dedans. Là. C'est comme ça sort de partout. Entre-temps, les gens qui sont pauvres se sont appauvris. Mm. Puis les écarts entre les riches et les pauvres se sont accentués. Alors, les riches, eux autres, ça va bien. Oui, Il n'a pas de exactement. Puis c'est pour problème. ça Il qu'il n'y a n'a pas de pas de souci problème. pour eux. Ben oui. Alors, on peut supposer que les gens qui sont à la tête de nos pays sont plus près des gens riches Ben en oui, ce moment que de la population, c'est ça. une C'est grande ça. partie de la Les, population. les gens, les femmes, les petits entrepreneurs, tu sais, qui ont des petites business sur lesquels ils ont investi temps, argent, énergie, leur cœur est là, on considère que ce n'est pas essentiel. C'est leur bébé. Moi, je peux te le C'est dire, leur mes parents bébé, étaient commerçants. Un commerce, là, c'est un bébé. sûr. C'est comme tu dis, c'est quelque chose, tu as donné naissance à ça. Puis en ce moment, ben, avec les confinements et reconfinements, ben, c'est eux qui paient le prix. Puis sans oublier les enfants, les jeunes, puis les aînés. Tu sais, on fait tout ça pour eux sans jamais leur demander ce qu'ils veulent. Oui, Puis on les coupe de ce qui est le plus important pour eux, c'est être entouré des gens qu'ils aiment, de les leurs petits-enfants. proches. Des petits-enfants, exactement. C'est terrible. Sur le plan psychologique, c'est terrible ce qu'on fait. C'est innommable. La violence actuelle des mesures sont innommables. Et sous le couvert d'un virus, de ces variants, de ces mutations qui fait, comme tu disais, le 0,0 quelques personnes là, qui meurent par année. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je fais juste repenser à ma belle-mère qui est décédée aujourd'hui. Elle a, puis quand son mari l'a quitté, lequel est aussi décédé aujourd'hui, c'est pour ça que je peux en parler librement, elle a essayé des Prozac, puis elle était malheureuse. Et quand Olivier est venu au monde, ça a été son traitement, le lien avec ce petit être qui apparaissait. Écoute, ça a été son traitement, sa guérison s'est amorcée avec l'apparition de cet enfant-là. Alors, couper une personne âgée de ses petits-enfants, c'est d'une cruauté sans nom. Alors, ce n'est pas juste sur le plan psychologique, c'est sur le plan biologique aussi. Et parce que les deux, on a fait des spécialistes de la tête, puis les spécialistes de l'estomac, puis les spécialistes du fond d'œil, puis les spécialistes de toutes sortes d'experts. Il faut remettre les morceaux ensemble à un moment donné, puis dire, cette patente-là, là, c'est connecté aussi. C'est connecté avec d'autres humains et ça carbure aux liens. Oui. Et c'est Tu coupes tellement beau. les liens, là. Ça achève les gens, puis c'est tellement beau. Puis je me dis, on doit finir cette présentation sous peu. Et on peut se demander pourquoi toi et moi, on fait ça. C'est la même chose. On a une expérience personnelle
Ben qui oui. nous amène à être convaincus qu'on n'est pas dans la bonne track en ce moment. Puis moi, je peux te dire aussi, mes 2 parents sont décédés et si ma mère vivait encore, elle qui est morte d'une démence et qu'elle avait, vécu à ce moment-là, au moment du confinement, ça l'aurait achevée. Ouais, Elle ouais, avait ouais. besoin d'être entourée de sa famille et sans ça, elle n'aurait pas survécu. C'est clair, On c'est sait clair. ça. C'est une des choses qui nous tient, qui nous garde en vie, c'est le réseau. Et ça, c'est démontré là, hors de tout doute. Les C'est psychologues savent tout ça. oui, oui, Il y a quelques médecins qui savent ça. Moi, j'en suis un de ceux qui savent, qui sait ça, et qui est convaincu là, intimement là, la nécessité. D'ailleurs, tu le vois, quand tu vas faire des marches, on va en faire une là, oui, dans quelques jours, euh, quand on fait des marches ensemble, on sort de là. incroyable. C'est comme une plante, tu viens de l'arroser. Ouais. Tu sais, oups, elle fleurit, là, tu sais, c'est comme, elle est en train de s'assécher, puis là, oups, il y a une floraison, là, il y a une guérison qui s'opère. C'est Tu sais. tellement beau. Tu as raison, C'est- Robert. Puis c'est pour ça que j'ai commencé ça, ces marches pour se relier. Tu dis, on va aller au jardin botanique ensemble, marcher avec des Ben gens. oui, ben oui. Puis on peut, au bout de cette présentation, dire qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, ça demeure essentiel. Malgré les décrets, se relier, c'est la solution. Rester Ouais. en lien et vivre normalement, vivre selon nos valeurs le plus possible. Et Mm. pourquoi en lien? Parce que c'est nécessaire et c'est parce que aussi quand on est en lien, on a plus le courage d'agir selon nos valeurs. Pour certains, il y en a qui n'ont pas besoin d'être entourés des autres pour agir selon leurs valeurs et, par exemple, ne pas porter de masque dans un commerce. Mais la plupart d'entre nous, on est des êtres grégaires, on a besoin des autres. Alors, bon, si on peut, je ne sais pas si tu avais d'autres graphiques à te Mais présenter. j'achève, là. Let's go. Bon. Alors, en 21, alors j'oublie ça. Ce qui est intéressant là-dedans, on regarde le nombre de décès ici, c'est 2200. 2200, voyez-vous, par semaine, là. Mais vous allez voir, là, ça va changer, là, mais je vais faire les courbes des personnes de 70 ans et plus. Ah Regardez, oui, regardez 70 ans et plus, il y en a beaucoup, 1800, là, c'est là que c'est mort. Les gens de 70 ans et plus, c'est exactement la même courbe. Tu sais, celle-là, regardez la courbe totale, la courbe de 70 ans, c'est ah oui. quasiment superposable. Regarde la courbe des gens, les gens de 50 à 69 ans. Ici, regardez là, 300, 350. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence par rapport, dans cette année-là, puis par rapport au total, puis les gens de 0,49 ans, zéro différence. C'est la courbe bleue, là, regardez, c'est comparable à tout le reste. Ceux-là, là, on s'acharne sur eux autres, on ferme le commerce, alors qu'ils n'ont absolument aucune. Ils ne meurent pas plus, mais on les a mis en état de détresse, alors qu'il n'y avait rien qui se passait de différent. Et ça, c'est important à savoir, pour, pour savoir où agir, sans nuire. Alors là, on nuit à tout le monde. Je ne peux pas comprendre. S'il y a quelqu'un qui vient m'expliquer ça, je vais peut-être mieux comprendre. Je ne suis pas trop cave. Puis la population n'est pas si cave que ça. Je ne peux pas comprendre que les épidémiologistes continuent dans leur. Puis ça, les enfants sont là-dedans. C'est encore, les enfants, c'est encore moins, là, tu sais. Alors, c'est pour ça la conclusion, hein, écoutez attentivement des gens crédibles et critiques. C'est extrêmement important. Ce vieux juge magnifique. Regardez, il y a un beau. Hein? C'est-tu un beau monsieur, ça? Oui, avec une belle cravate, j'avais remarqué. Une belle cravate, un monsieur intelligent, là, juge à la Cour suprême de Grande-Bretagne, Lord Jonathan Sumption, qui s'est opposé au confinement depuis le tout début, qui est un juge à la retraite, donc il peut se mouiller. Puis c'est pas un gars qui est politiquement associé il n'est pas membre d'un parti ou d'un autre. Il regarde comme humain, comme citoyen. Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Et puis, il y a eu cette entrevue extraordinaire qui est sur YouTube. C'est en anglais d'Angleterre, mais il y a des sous-titres en bas. Alors, on peut suivre quand même un peu mieux. Et puis, avec Freddie Sayers, qui pour moi est un intervieweur extraordinaire. Et puis, la conclusion, il arrive avec des conclusions. Il dit qu'est-ce qu'ils devraient faire les gouvernements? Ma première proposition est que nos gouvernements ne doivent pas traiter l'information comme un outil de manipulation du comportement du public. C'est ce qu'ils font actuellement. Ils devraient être plus calmes que la majorité de leurs citoyens. Mais il faudrait qu'ils consultent des docteurs calmes. Puis là, ils consultent des docteurs, des anxieux, qui ne sont pas allés te voir, Lucie. Des gens qui auraient intérêt à aller te voir en consultation, à lire tes livres, à apprendre à lâcher prise, à apprendre à accepter les choses sur lesquelles on n'a peu ou pas de pouvoir. Tu sais. Mais on a affaire à des gens, là, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, qui manquent de recul. Il y a des experts qui sont intelligents aussi. Il y a Louis Fouché, c'est un anesthésiste réanimateur. Tu sais, c'est pas Marquis, c'est pas le docteur Marquis, là, tu sais, qui fait peur à tout le monde tout le temps. Là, tu sais. Alors, il devrait être totalement objectif. Et puis finalement, la deuxième proposition que je trouvais extrêmement intéressante, ma deuxième leçon serait que les gouvernements traitant de questions scientifiques ne devraient pas se laisser influencer par un seul groupe de scientifiques en disant la science nous dit ceci. Ils devraient toujours tester ce qu'on leur dit de la même manière que, par exemple, les juges testent l'opinion d'un expert en produisant un contre-expert. Ils sont en face d'un individu, une personne. Et puis, il y a un expert qui vient dire ceci, puis là, il y a un contre-expert. Là, on prend des mesures qui touchent tout le monde dans la société. On a un seul groupe d'experts qui dit ceci, puis il n'y a pas de contre-expert qui viendrait dire cela, ou on les disqualifie, on ne leur donne pas le droit. Tu sais, moi, il n'y a personne qui m'a invité là, à aller à la télévision, Denis Lévesque, etc. Il n'y a personne qui m'a dit, Robert, on aimerait ça entendre ton point de vue. Ça nous a brassé le petit texte que tu as envoyé à la presse la semaine passée, ou je ne sais pas quoi, là, tu sais. Juste, non, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas mélanger le monde. Ouais, Ça pourrait créer de la confusion chez les gens. Ils pourraient se mettre à réfléchir. Exactement. Ils pourraient se mettre à douter. Ils pourraient se mettre à s'opposer. Ils pourraient avoir qu'il y a d'autres façons de voir et de faire. J'arrête ici. C'est tellement génial, Robert. J'apprécie tellement que tu nous aies partagé ton analyse des chiffres de façon claire. Souvent, quand on présente des statistiques, ce n'est pas accessible pour tout le monde aussi. Hein? Puis il y en a qui n'aiment pas ça, sont rébarbatifs à ça. Mais tu l'as fait de façon, tu es toujours une personne humaine, capable d'être en relation comme tu le démontres tellement bien. Alors, je te remercie. Puis ça peut aider les gens à réfléchir, comme tu le dis, à avoir plusieurs points de vue, pas seulement celui de la sécurité publique. Moi, c'est le même que je les appelle. C'est apprécié. C'est important maintenant parce que, juste un instant. Moi je vais t'arrêter là. Ce n'est pas la sécurité publique, c'est l'insécurité publique. Oui, c'est bon. Ils ne font pas la promotion de la sécurité, ils font la promotion de l'insécurité. Tu as raison. L'autre est un danger, une menace, un risque. La rencontre est quelque chose de problématique, de dangereux. C'est comme on crée de l'insécurité alors qu'on devrait créer de la sécurité, de l'amour, de l'affection, de la rencontre, le bonheur de se rencontrer les uns avec les autres. Oui, c'est bien dit. Merci. Ça te va-tu si Merci à toi. Ben oui, certain, c'est assez, là. Et puis, c'est assez pour les gens. Il faut se prendre ça à petite dose. Mais, tu sais, il y a des affaires, ça prend quand même un petit peu de temps pour expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette... Puis d'apporter un autre regard. Exact. Merci beaucoup pour ton regard aussi, Lucie, puis ton engagement envers les gens, puis apporter une contribution tellement essentiel. Puis tu fais du bien à bien du monde. Bien plus que je suis sûr que tu n'en as jamais fait dans ta pratique. On est content de faire ce qu'on fait, Robert. Hein? On a l'impression que ça a du sens, tout ça. Puis si on peut aider, si on peut faire notre petite part. Fait que, de toute façon, on continue, nous deux.
Puis on va le faire de façon réelle puisqu'on va, on va aller marcher ensemble. On annoncera plus précisément quand et à quel endroit on se rencontre. Parfait. OK. Alors, on se reparle de tout ça. Oui. Merci. Au revoir. Bye.